Les entreprises ne sont pas prospères, pérennes dans des environnements qui le sont de moins en moins. Globalement, dans un département comme le Puy-de-Dôme, il n'y avait pas de grands projets qui aboutissaient sans Michelin. On est un peu démunis là sur le porte-parole, le ministre qui véritablement croit en ce projet. Il y a beaucoup de problématiques politiques qui se sont déplacées sur le champ de la société civile. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sylvain Raymond, directeur général de la communauté Les Entreprises s'engagent. Nous évoquerons sa genèse, ascenseur social, sport, les rencontres et rôles modèles qui ont jalonné son parcours et sa vision d'un leadership engagé et partagé qu'il incarne en binôme. Nourri par le terrain et l'impact concret, il porte une conviction forte, l'entreprise de demain sera engagée ou ne sera pas, et la France peut devenir la championne du monde de l'engagement. Et puis nous parlerons de ses respirations, de l'écriture, avec notamment son livre « Nos raisons d'être ». Je suis très heureux de le recevoir. Bonjour Sylvain. Bonjour Arnaud. Est-ce que tu peux commencer par nous parler de toi, de tes origines, d'où tu viens, où tu es né, dans quel environnement tu as grandi, tes parents, enfin voilà, qu'on comprenne un peu le début de ta vie. Le début de ma vie, c'est déjà issu d'un milieu assez modeste. Moi, c'est assez original, mais un père stéphanois, une mère lyonnaise. Les irréconciliables, mais là, une réconciliation. Ça a bien marché. En plus, avec un père qui a essayé de s'en sortir d'abord par le sport. C'était un joueur de foot de l'AS Saint-Étienne. Famille ouvrière, grand-père à la mine, grand-mère femme de ménage. Du côté de ma maman, c'était un peu pareil. Et donc, je parle de ça parce que ça a été des modèles et de résilience et dans ce fait de pouvoir s'élever par le travail. Moi, j'ai connu des parents qui n'ont eu de cesse que de nous rappeler la valeur travail, d'en faire toujours plus que les autres pour essayer d'aller le plus loin possible avec ces origines-là, bien sûr. Et la première école de la vie, pour moi, ça a été le sport, aussi dans la continuité. Le foot aussi Alors, plutôt le volley. J'étais pas très bon avec les pieds, mais plutôt habile avec les mains. Et c'est vrai que très vite, très tôt, je me suis mis au volley. J'ai vraiment passé toutes les étapes jusqu'à la détection nationale pour arriver sur des belles équipes, que ça soit à Lyon notamment, à la Chule qui était en Pro B à l'époque, toutes les gammes de cadets espoirs avec les détections nationales, les finales de Coupe de France. C'était en quelle année ça ? Alors ça j'ai commencé en 97, mon père étant dans le transport et ayant commencé très bas dans la hiérarchie de l'entreprise. Il est dans la grande distribution, la logistique, des postes d'exécutant. Il est devenu très vite directeur de site, puis départemental, régional, national. Et donc moi, j'ai fait beaucoup de clubs, du sud-ouest de la France jusqu'à Lyon, en passant par Paris, parce qu'on n'arrêtait pas de bouger. On est un peu des nomades, on n'a pas forcément d'ancrage. Mais en tout cas, ça a été la facilité, la possibilité systématiquement de trouver à chaque fois une famille. Et puis d'apprendre sur tous les terrains. C'est un sport, le volley, qui est sans doute le sport le plus collectif du monde. Je pense que tu vois dans ce dont je parle. S'il n'y a pas les bons joueurs à côté, on ne peut pas nous-mêmes être excellés dans ce sport-là. Et donc c'est un sport qui forge aussi, de par cette spécificité-là, du collectif avant tout. Voilà. Et puis après, moi, j'ai fait des études assez particulières parce que systématiquement, pour pouvoir financer mes études, il fallait que je travaille beaucoup à côté. Donc, c'est des études d'économie de gestion, ensuite de commerce, pour finir en sciences politiques à Paris. Pourquoi ce parcours, d'ailleurs ? Il y avait deux vocations. Il y avait cette idée très tôt, avec en parallèle une carrière de l'engagement,
personnel dans pas mal d'associations. Et d'ailleurs, moi, mes premières expériences d'entrepreneuriat, c'est plutôt des associations qui défendaient les politiques publiques de la jeunesse en France, très investies typiquement à l'UNICEF ou dans des structures comme celle-ci. Et donc voilà, l'université économie-gestion de manière très simple, après le bac, c'était évident pour aussi essayer de voir comment aller dans des carrières d'entrepreneurs, de comprendre le monde économique, très sensible à tout ce qui était de l'ordre de la politique publique pour arriver en fait en stage finalement dans un conseil général, conseil départemental du Puy-de-Dôme. Pourquoi le Puy-de-Dôme? C'est qu'en fait, quand moi je suis parti de chez mes parents à Lyon, j'avais pas tellement d'options. J'avais passé pas mal de concours dans plein d'endroits, souvent reçus, mais pour pouvoir financer mes études, j'avais pas d'autre choix que d'aller dans une ville comme Clermont-Ferrand où le loyer était accessible. Et en fait, c'était l'une des plus belles expériences parce que j'ai fait une année de fac et puis rentrer en stage au Conseil général du Puy-de-Dôme. C'était une expérience assez dingue parce que directement entrer au cabinet du président à l'époque qui s'appelait Jean-Yves Goudbel. Son vice-président, c'était un certain Michel Charras, pour ceux qui se souviennent du personnage, et très formateur parce que un département qui est bien sûr sur l'action sociale, la solidarité, le sport et la culture, bien sûr, qui sont des compétences facultatives, sur bien sûr les collèges, l'éducation. Et donc très très vite, sortir du stage en parallèle des études, on m'a proposé de rentrer dans le cabinet du président. Et donc j'ai mené de front ces deux vies d'étudiant et de conseiller du président Goudbel. Très formateur et déjà une première rencontre essentielle avec une première expérience à ce moment-là de ce qu'était la puissance de frappe de l'entreprise, et on y reviendra tout à l'heure, mais globalement dans un département comme le Puy-de-Dôme, il n'y avait pas de grands projets qui aboutissaient sans Michelin, sans Limagrain, sans Volvic, sans ces industriels, ces entreprises qui finalement faisaient autant que le département avec la puissance publique pour construire des écoles, pour construire des routes, pour créer du vivre ensemble au sein de la cité. Et ça, c'est une expérience extrêmement structurante parce que ça a été la compréhension, alors même que le monde de l'entreprise ne m'attirait pas plus que ça, qu'en réalité, la force de frappe, quand on voulait changer les choses, elle venait souvent des dirigeants économiques, du monde économique qui, à l'échelle des territoires comme au niveau national, avaient cette puissance de frappe. Ce que tu viens de nous dire, là, et cette conviction-là, comment elle a évolué au fil du temps? Enfin, on va revenir sur la manière dont tu es arrivé dans tes fonctions. Mais ça, c'est quelque chose que tu nous dis maintenant, entre guillemets, avec le recul et ton expérience, ou d'ores et déjà à cette époque-là, entre guillemets, tu comprends cela et tu te dis que finalement, est-ce que ça te réconcilie peut-être à aller avec l'entreprise à ce moment-là, enfin? Moi, mon enjeu, mon envie quand j'étais tout jeune, c'était d'essayer de changer un peu les choses, sans dire changer le monde, mais d'essayer de travailler notamment sur cette lutte contre les inégalités qu'on pouvait observer dans les environnements dans lesquels moi je venais. Et effectivement, la première piste, c'était de se dire, pour changer ça, l'engagement associatif, bien sûr, et ça en parallèle de tout et depuis toujours. Mais naturellement, ça a été de s'orienter vers la puissance publique. J'avais l'impression que c'était effectivement avec la puissance publique, le politique, qu'on pouvait avoir les meilleures réponses. J'allais te dire, tu n'avais pas eu une vocation à un moment donné de devenir élu Non, enfin, pas forcément élu, parce que moi j'avais plutôt cette envie d'être en seconde ligne à la base. J'aimais beaucoup ce rôle qui était de conseiller. D'ailleurs, je parle de cette association qu'on a créée avec un jeune qui s'appelait Maxime Werner à l'époque. Lui-même était candidat à l'élection municipale de la ville de Bron. On faisait nos études et il a voté pour lui. Au moment où il a voté pour la première fois de sa vie, il s'est présenté à 18 ans à la mairie de Bron. Ensuite s'est engagé dans une campagne présidentielle. Et déjà là où j'ai pris le plus de plaisir, c'était de l'accompagner un peu en retrait en tant que conseiller. Et c'était
à la fois très sérieux et surtout un apprentissage de ce qu'allaient être les fonctions des années plus tard. Mais il y avait cette idée qu'effectivement, il y a deux types de personnes et d'hommes et de femmes de pouvoir. Il y a celles qui sont en première ligne, qui font l'action, et puis il y a ceux qui les conseillent. Et moi, très très vite, je me suis dit, ça c'est un côté un peu introverti, c'est une posture, un rôle qui me va bien. Et donc voilà, c'est à travers ce rôle-là et cette conviction que via la politique, le secteur public, l'associatif, on pouvait faire bouger les lignes, que le réflexe a été de faire un premier stage au Conseil général du Puy-de-Dôme, jusqu'à découvrir effectivement qu'on ne faisait rien sans l'entreprise, qu'on ne faisait rien sans le monde économique, et que quand en fait ces acteurs se parlaient, ces acteurs se coordonnaient, ces acteurs faisaient coalition, en fait on allait beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et donc ça, c'est une conviction qui est née à ce moment-là. Et quand moi j'ai pu monter sur Paris pour finir mes études en pensant reprendre mes fonctions dans le Puy-de-Dôme, finalement je n'y suis jamais retourné. Parce qu'en fait, Sciences Po, j'ai rencontré là pour le coup un certain nombre d'interlocuteurs, de profs qui m'ont fait comprendre que la politique et cette science des partenariats, des coalitions entre l'État, la puissance publique, les entreprises, le monde associatif pouvaient passer par autre chose qu'un rôle dans un cabinet de département. Donc je suis entré chez TBWA dans une filiale qui s'appelle Excel et qui a justement pour vocation d'accompagner les entreprises dans leur vision citoyenne. On ne parlait pas de raison d'être, on ne parlait pas de mission, mais on parlait de vision citoyenne. Donc on a accompagné des entreprises comme BNP, Boursorama et les McDonald's qui commençaient à s'interroger un peu en avance de phase d'ailleurs, sur la manière avec laquelle ils pouvaient se positionner autrement que sur des logiques très business. En parallèle, on accompagnait aussi des patrons, des présidents de départements, de régions, d'agglomérations. On a travaillé pour les Pays de la Loire, pour la Cube à Bordeaux, pour Cergy-Pontoise sur des logiques de marketing territorial, et puis sur une logique de levée de fonds, développement des associations, autant pour la FM Téléthon, Médecins du Monde, MSF. Et je trouvais ça très intéressant parce qu'après avoir eu une première expérience du terrain en cabinet, là j'étais vraiment entre ces trois mondes qui étaient la société civile, le monde de l'entreprise et la puissance publique. Et en fait, là, on a inventé un métier qui est cette fameuse science des partenariats entre ces mondes que tout le monde veut opposer. J'ai l'impression que ces gens-là n'ont rien à se dire, qu'il n'y a pas du tout les mêmes envies, y compris d'ailleurs dans les retombées économiques, retombées business. En réalité, ils n'ont pas le même maillot, mais ils ont vraiment la même passion. Pour reprendre la métaphore du sport, on se rend compte que sur les sujets de jeunesse, accompagnés, apprentis d'Auteuil, ça revenait quasiment aux mêmes intuitions qu'on pouvait avoir pour une entreprise comme BNP qui était aussi positionnée sur ces sujets, que l'agglomération de Cergy-Pontoise, dont la ville de Cergy voulait être un modèle d'inclusion des jeunes, etc., etc. Donc ça, c'était une deuxième expérience structurante, avec une deuxième rencontre structurante. Je pense que ça, c'est ce qui fait qu'à un moment, on s'élève avec le temps, c'est avec les personnes qui vous font confiance, et surtout le développement d'une véritable expertise autour de cette idée de renouer le lien entre ces acteurs-là et d'essayer d'avancer sur des projets communs. Là, j'ai compris effectivement que c'est avec les entreprises qu'on allait véritablement le plus loin. C'est avec les entreprises et leur stratégie d'engagement qu'on avait le plus d'impact. C'est pour ça que moi, derrière, j'ai vraiment fait le choix de rejoindre notamment Claude Bébéa, qui voulait relancer IMS Entreprendre pour la Cité, que j'avais rencontré dans le cadre d'un échange pour un client en agence, et qui m'a dit écoute, ça m'intéresse que tu me suives. Ça m'intéresse qu'on redynamise un peu la dynamique IMS Entreprendre pour la Cité, qui est un peu le cousin de l'Institut Montaigne. Il y en a un qui pense et un autre qui fait. Et ça, c'est pas anodin, parce que pour moi, c'est un peu un mini Les entreprises s'engagent. C'est-à-dire qu'on avait une génération d'une trentaine de patrons, parmi lesquels Henri Lachmann, Mercedes Serac, Clara Guémard, Jean-Paul Bailly, Stéphane Roussel. Ils sont devenus des mentors aussi à leur manière. Et qui étaient en train de se dire qu'il y avait une responsabilité supplémentaire à prendre dans la cité, les entreprises pour la cité, et que ces entreprises, elles avaient véritablement un rôle citoyen, politique à jouer. Et je trouve que ça rejoignait beaucoup les expériences que j'avais pu avoir préalablement, que ce soit au département Puy-de-Dôme ou ensuite chez TBW. Sachant qu'on est à un moment donné où on est très loin encore de la loi Pacte, de la mission, on est vraiment sur les pionniers de l'engagement des entreprises. Oui, exactement. On en parle
pas tellement. C'est pas un sujet qui globalement a passé la porte des ministères et des décideurs politiques. C'est vraiment une génération qui, d'ailleurs à l'époque ça s'appelait l'IMH, l'Institut du mécénat humanitaire, qui s'est dit qu'il y avait un enjeu de redistribuer la valeur qui était créée par ces entreprises. Pourquoi pas par simple philanthropie et de manière désintéressée, comme on a pu souvent préalablement traiter ces sujets-là. Mais parce que la conviction de Claude Bébéar, c'était de se dire qu'une entreprise qui se développait dans un écosystème qui n'était pas pérenne, qui n'était pas stable, ne pouvait pas être pérenne et ne pouvait pas être stable. Et oui, la loi Pacte des années plus tard, alors bien sûr on a contribué à sa construction, c'est la résultante de cette pensée-là qui consiste à dire que l'État pouvant être très défaillant sur un certain nombre de prises en charge d'urgences sociales, sociétales, environnementales, avait à un moment besoin de ces entreprises et qu'il y avait des entreprises qui effectivement étaient prêtes à prendre toutes leurs responsabilités pour agir sur différents pans de leurs responsabilités sociales, sociétales ou environnementales. Qu'est-ce qui se passe entre ce moment et ta prise de fonction Là, il y a un moment charnière, c'est que donc moi je vis des très très belles années aux entreprises pour la cité. Je suis au contact d'un certain nombre de dirigeants exceptionnels, et vraiment qui restent aujourd'hui des gens très impliqués dans le projet qu'on porte. Mais que moi, j'ai jamais passé le pas avec tous ces freins qu'on peut se mettre quand très clairement on vient d'en bas, de l'entrepreneuriat très directement. Et donc j'ai pu après ça surtout prendre un certain nombre de responsabilités, reprendre une structure Pro Bono Lab qui était en difficulté et qui est repartie de plus belle sur une belle direction générale. Et derrière surtout ces premières envies d'émancipation, d'entreprendre. C'était super d'être accompagné par des entrepreneurs partout où je suis passé, parce qu'on a l'impression de mettre dans la case de monde de l'entreprise économique l'entrepreneur. Je vous assurer que là, dans des fonctions au sein de l'État ou en département, j'en ai rencontré qui très clairement avaient des intuitions entrepreneuriales tout aussi puissantes. Moi, c'était le moment où j'avais envie déjà d'ancrer aussi une dizaine d'années au contact des dirigeants d'entreprise, sur ces sujets d'intérêt général, d'engagement, de pouvoir ancrer un peu la pensée sur tous ces sujets. Donc ça a été pour moi une période où j'ai fait mes projets plus personnels, que ce soit l'écriture d'un livre, de nos raisons d'être, qui était justement cette rencontre de dirigeants engagés, quelle que soit la sphère dans laquelle ils évoluaient, la société civile, avec des personnalités publiques, Yann Arthus Bertrand, Cyril Dion, que ce soit le monde économique, avec une rencontre déterminante, celle de Jean-Dominique Sénard, par exemple, ou Brice Rocher, Emery Jacquilla, etc., qui a été reçu, je sais. Et puis, bien sûr, cette économie qui est pour moi assez inspirante, l'économie sociale et solidaire, avec des acteurs comme Moussa Camara, Eva Sadoun, qui globalement défrichent aussi ces sujets de l'entreprise d'impact. Donc ça a été une année où moi j'ai pris le temps à la fois d'écrire. On a coproduit avec Cyrielle Ariel, qui était la co-autrice du livre, une émission qui s'appelle Objectif Raison d'être sur BFM, parce qu'on avait l'impression que le sujet qu'on traitait en permanence, c'était ce monde de l'entreprise. À chaque fois qu'ils faisaient les gros titres sur ces chaînes de télé, c'était pour dire qu'il s'était passé quelque chose de dramatique dans tel endroit, ou que l'entreprise avait détourné je ne sais pas quoi. Mais il n'y avait jamais, et il n'y a jamais, dès lors qu'on parle de l'entreprise, cette mise en avant de ce qui fonctionne, du rôle modèle et de toutes ces responsabilités qui sont prises par l'entreprise. Donc ça, c'était le concept d'Objectif Raison d'être, qui était le pendant du livre Nos raisons d'être, qu'on a mis à l'antenne pendant 2 ans, avec cette idée de recevoir, d'accueillir chaque semaine des dirigeants d'entreprise qui pouvaient présenter leurs convictions. Voilà. Donc ça, c'était une période d'entrepreneuriat, au sens où, en parallèle, j'ai monté mon entreprise, une entreprise de conseil aux dirigeants d'entreprise. Donc là, c'était assez génial de pouvoir accompagner des personnes comme Anne-Laure Kiechel, qui fait du conseil aux États, Paul Morlet, Lunettes pour tous, des Dynamo, Marie Carcassonne, vraiment des gens qui... Dans leur stratégie d'engagement. Exactement, sur leur stratégie d'engagement, mais aussi beaucoup sur leur stratégie de transformation. Sur la stratégie d'alignement du dirigeant vis-à-vis de son projet entrepreneurial. Et là, en fait, ça a été une occasion où j'ai été rattrapé
par un certain Thibaut Guilluy, qui prenait ses fonctions de haut commissaire à l'emploi et engagement des entreprises auprès d'Elisabeth Borne, et qui m'a dit, écoute, c'est bien, tu t'es lancé toi aussi, mais moi j'ai besoin de toi au sein de la sphère publique, j'ai besoin de toi au ministère du Travail pour structurer un projet, ça s'appelle la France Une Chance, les entreprises s'engagent. Et c'est un projet qui n'a pas encore trouvé son public, qui n'a pas trouvé encore son positionnement. On a vraiment envie d'en faire quelque chose de fort. C'est une impulsion du président de la République, juillet 2018. Et je pense qu'on peut avancer ensemble pour y parvenir. Et donc là, moi, j'ai saisi la main tendue et je suis rentré en parallèle de ces fonctions de dirigeant d'entreprise au cabinet du haut-commissaire, en lien avec Elisabeth Borne, pour essayer d'entreprendre autrement, parce que je pense que les entreprises s'engagent, pour moi, c'est l'expérience d'entrepreneuriat la plus poussée qui soit. Et heureusement d'ailleurs qu'il y avait préalablement des premières expériences de ça, parce que c'est pas une entreprise, mais ça en est une. C'est pas un établissement public, mais ça en est un. Et c'est pas une association, mais ça en est une aussi. C'est le mélange de ces trois mondes qui se confrontent. C'est un groupement d'intérêt public, c'est une mutualisation des moyens. Avec Thibaut, on a l'habitude de dire que c'est une jeune venture. Et c'est exactement ça. Et on a dû monter en quelques mois seulement, de toutes pièces, l'établissement public Les Entreprises s'engagent, qui en avril 2022 est devenu un groupement d'intérêt public voué à porter quelque chose d'assez inédit, mais la première politique publique de l'engagement des entreprises au monde, dans un pays qui effectivement avait vu peu de temps avant apparaître la loi Pacte, reconnaissance totale du rôle citoyen de l'entreprise dans la société, un rôle quasiment même politique, dans un pays qui a un modèle social dans lequel l'entreprise est très contributrice, quoi qu'on en dise. Dans un pays où on a des dispositifs particulièrement innovants, une pratique de la RSE bien à nous, entre contraintes et proactivité. Et donc est né ce fameux véhicule qui est Les Entreprises s'engagent, pour accompagner tous les dirigeants d'entreprises en France qui veulent aller toujours plus loin dans leurs engagements, que ce soit sur les premiers pas, sur les premières marches de cet escalier de l'engagement, aux dernières, pour essayer d'être des modèles et des ambassadeurs de ces causes. Alors si, en bon entrepreneur, est-ce que tu peux, pour ceux qui ne connaissaient pas la communauté, nous pitcher en fait ce que vous faites? Du coup, Les Entreprises s'engagent aujourd'hui, c'est 104 000 entreprises qui sont rassemblées au sein d'une même communauté. On dit simplement, c'est l'équipe de France des entreprises engagées. Donc c'est 97% de TPE, PME. Après, on a vraiment toutes les grandes entreprises du pays. Et notre enjeu, c'est à la fois la prise de conscience que l'engagement est consubstantiel du rôle du dirigeant d'entreprise, mais aussi que c'est un levier de performance qui permet à chaque entreprise d'être beaucoup plus solide, et en fait, chiffres à l'appui, bien sûr, mesures d'impact à l'appui, avec cette idée que chaque entreprise a besoin d'être accompagnée sur ce chemin de l'engagement. Voilà. Et nous, on essaie de réconcilier d'un côté l'État qui a plein de solutions pour les entrepreneurs français, souvent méconnus parce que assez inaccessibles, ne serait-ce que dans leur nom, c'est souvent des sigles assez incompréhensibles, et puis le faire converger avec le besoin des dirigeants, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc voilà, aujourd'hui, Les Entreprises s'engagent, c'est une plateforme gouvernementale qui permet de prendre des engagements et d'accompagner chaque entreprise dans ses engagements. C'est 600 personnes qui animent des coalitions locales, systématiquement avec un dirigeant d'entreprise bénévole, avec les services de l'État et un animateur qui peut être le MEDEF, CCI, la Fondation FAS et d'autres. Et puis, c'est surtout des grandes lignes d'impact. C'est-à-dire qu'on a choisi des combats très précis, que ce soit les jeunes, notamment dans la continuité du plan Un jeune, une solution. On croit beaucoup, nous, aux jeunes de la voie professionnelle, par exemple, qui est pas à sa place totalement en France, que ce soit pour les quartiers prioritaires de la ville, que ce soit dernièrement le plan senior qui a été coordonné par l'équipe avec la ministre Astrid Panosyan-Bouvet, ou que ce soit les sujets de biodiversité, de sobriété énergétique. Aujourd'hui, une douzaine de thématiques qui permettent aux entreprises de s'engager. Nous, notre rôle, c'est simplement de leur faciliter un maximum la vie. Et c'est gratuit en plus. Et c'est gratuit, c'est vraiment une politique publique. Ouais, alors gratuit.
original parce que financé à 70% par les entreprises. Pour des mécènes. Voilà. C'est gratuit pour les 104 000 entreprises qui ont accès à la plateforme, au club, au programme qu'on propose. Mais c'est la responsabilité, là encore, de dirigeants d'entreprises qui se sont dit, bah oui, ça sera l'expression pleine et entière de ma stratégie RSE que d'aller m'investir dans le projet Les entreprises s'engagent. Et aujourd'hui, on a une trentaine d'entreprises qui payent assez cher d'ailleurs pour permettre à toutes les autres entreprises en France d'avoir accès à ce dispositif. Mais on est très clairement sur un dispositif qui coûte moins qu'il en rapporte à l'État. Quand tu rencontres des dirigeants d'entreprise, j'imagine que tu parles avec beaucoup d'entrepreneurs. Est-ce que c'est une question qui revient là-dessus finalement ? Est-ce que c'est réellement mon rôle en tant que dirigeant d'engager mon entreprise sur des sujets de société, de prendre des positions parfois politiques ? Et qu'est-ce que tu leur réponds ? On a ça des deux côtés. On a, et c'est ce qui fait l'inconfort parfois aussi d'être un projet comme ça positionné entre l'État et les entreprises. Mais on va souvent avoir des acteurs qui se renvoient la balle entre les décideurs publics et les décideurs économiques. En fait, pour moi, la réponse, c'est cette vision même d'une logique de communauté d'intérêt partagé. Je l'évoquais tout à l'heure, les entreprises sont pas prospères, pérennes dans des environnements qui le sont de moins en moins. Ça, c'est devenu impossible. Et donc, si on compte, quand on est un dirigeant d'entreprise, essentiellement sur l'État, au rythme que les crises se démultiplient, que les urgences sociales, environnementales s'accentuent, on va vite se rendre compte des limites justement de cette puissance publique. Et l'entreprise a besoin finalement de ces écosystèmes extrêmement stables pour pouvoir se développer. Et donc en fait, quand je dis communauté d'intérêt partagé, c'est que à la base de tout ça, et on parle, la figure du dirigeant est essentielle. L'engagement des entreprises, c'est rien d'autre que du bon sens. C'est rien d'autre que le système de valeurs de l'entreprise qui, à un moment, s'incarne, se partage, et ça a plein d'atouts pour l'entreprise. S'engager aujourd'hui, définir une vision citoyenne transformative pour l'entreprise, on le voit sur les enjeux de performance, c'est souvent essayer de donner du sens à des missions qui, quel que soit le secteur d'activité, vont pouvoir trouver une résonance particulière parce qu'il y a un système de valeurs qui raconte autrement le métier que par les simples tâches qu'on a à mener. S'engager, une entreprise engagée au moment où le consommateur pousse dans ses retranchements aussi l'entreprise, au moment où il y a des jeunes qui globalement font le choix d'aller ou de ne pas aller donner leurs compétences à certaines entreprises, ça devient un enjeu de performance, ça devient un enjeu de rentabilité que de pouvoir assumer un certain nombre de marqueurs essentiels, notamment sur le champ de l'engagement. Quand je dis communauté d'intérêt partagé, c'est que en termes notamment d'ancrage territorial, en termes d'innovation sociale, en termes notamment de gestion des ressources humaines, de cohésion sociale et en termes d'image, bien sûr, tous les engagements et les objectifs qu'on peut se fixer dans le cadre de stratégies d'engagement, aujourd'hui, on sait qu'il y a des retombées extrêmement puissantes. Voilà. Et donc, nous, on est là pour dire, non, c'est pas que les entreprises ou que l'État. C'est-à-dire que, globalement, c'est un parti pris assez simple, qui est de dire qu'ensemble, on va beaucoup plus loin. Et qui a certainement un enjeu de coaliser, de faire en sorte que sur le sujet de la jeunesse, par exemple, l'emploi des jeunes, c'est effectivement un sujet pour l'État, mais c'est également un sujet pour les entreprises qui pensent aujourd'hui leur pérennité, le développement des compétences, la transmission intergénérationnelle, etc. etc. Ton rôle, toi, principalement, en termes de... C'est d'animer une communauté, c'est de trouver des entreprises, c'est de trouver des mécènes, c'est de trouver des entreprises qui s'engagent elles-mêmes, c'est de négocier avec les pouvoirs publics des budgets. Mais c'est un peu tout ça, c'est ce qui fait la beauté aussi de ce type de projet, c'est que il y a un modèle économique et il faut aujourd'hui, les entreprises s'engagent. Quand on prend la gestion du groupement d'intérêt public, de ces clubs départementaux, je l'évoquais, 70% de financement privé, c'est un budget de 11-12 millions d'euros. Donc il y a effectivement des grands enjeux économiques qui est d'aller convaincre des entreprises de continuer à nous suivre
Et toujours plus, parce qu'au départ, on était financé à 80% par l'État. Maintenant, on est financé à 70% par les entreprises. Donc, bien sûr, moi, mon rôle, c'est vraiment de faire en sorte que des entreprises comprennent l'intérêt d'investir aussi dans ces projets qui préfigurent d'une politique publique. Il y a une fonction qui est très forte dans le fait de systématiquement associer l'entreprise au développement des politiques publiques, ça vis-à-vis des décideurs publics. On a trop souvent et trop longtemps déconnecté, décorrélé la réussite typiquement d'un plan jeune sur l'emploi du monde de l'entreprise. Et il s'avère qu'il y a plein de bonnes idées qui émanent des dirigeants d'entreprise, des territoires. Les aides à l'apprentissage, par exemple, c'est une idée qui est née dans un club Les entreprises s'engagent. Sur une tournée des clubs qu'on avait faite, derrière, d'inspirer la puissance publique en disant voilà ce que les dirigeants d'entreprise souhaitent, veulent, voilà qu'est-ce qu'on pourrait nous inventer pour leur faciliter la vie. Finalement, ça a été la suite de cette histoire de rencontre des clubs. Et donc, d'essayer de recréer un lien de confiance entre les deux, cette espèce de réconciliation, c'est aussi un métier à part entière. Et c'est vrai que nous, je dis souvent qu'on est un peu des traducteurs, des médiateurs entre ces deux mondes. C'est pas du tout les mêmes rythmes, c'est pas du tout les mêmes cultures, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Et donc on a vraiment ce rôle-là d'essayer de souvent reconnecter à minima et parfois même réconcilier parce que on a quand même le phénomène du dos à dos assez fréquemment. Voilà. Et puis se dire que c'est un collectif. Donc la principale fonction je dirais même des co-DG, parce que moi j'ai choisi dès le départ de faire en sorte d'être bien entouré et c'était essentiel pour moi. Donc Joséphine Labroue, DGA des entreprises s'engagent et on est les deux chefs d'orchestre d'une communauté de 104 000 entreprises et notre enjeu c'est d'être aussi un vrai centre de chaleur humaine pour les entreprises qui s'y engagent et à qui on donne l'envie d'aller systématiquement plus loin. Et là c'est beaucoup de rencontres. Beaucoup de déplacements, beaucoup d'échanges avec effectivement les ministres, les décideurs publics, pour faire en sorte qu'on comprenne que ce mouvement a une place, un rôle à jouer dans les débats actuels, et se dire que ça peut être une solution à pas mal de choses. On vient de sortir la première étude d'impact des entreprises s'engagent, et on se rend compte qu'effectivement, à partir du moment où on crée cette alliance entre l'État et les entreprises, ça va beaucoup plus vite, plus loin. À titre indicatif, les entreprises de la communauté, aujourd'hui, recrutent 10% de publics éloignés de l'emploi en plus que celles qui n'y sont pas. Et celles qui sont dans ces clubs-là, les clubs, les entreprises s'engagent dont je parlais sur les territoires, elles recrutent jusqu'à 2,5 fois plus de ces publics. Entre les deux, on n'a pas dépensé des millions et des milliards d'euros supplémentaires, on a juste misé sur cette idée du bon sens, où en fait le fait de rétablir le dialogue permettait d'aller plus vite. C'est juste cette philosophie-là. Et donc nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que progressivement, cette méthode puisse se répliquer à un maximum de thématiques d'intérêt général, de politique publique. Donc une dimension très économique, une dimension de négociation, de représentation bien sûr, puis c'est surtout, je dirais, le fait d'être l'animateur de cette communauté qui grandit chaque jour. Tu t'es fixé une ambition, toi, personnellement ? Et déjà, pour moi, en soi, à deux niveaux, c'est une concrétisation. C'est-à-dire que quand on a cru peut-être un peu plus tôt que les autres, et grâce à ces rencontres, en ce potentiel de changement qui était généré par l'entreprise engagée, le fait d'être aujourd'hui à la tête, je disais, du seul mouvement au monde qui permet de fédérer autant d'entreprises sur cette seule thématique de l'engagement, le fait de pouvoir le faire grandeur nature après l'avoir expérimenté aux entreprises pour la cité de manière plus resserrée. Déjà, moi, jeune joueur de volley à Lyon ou à Brive, jamais j'aurais imaginé pouvoir avoir accès aujourd'hui à des gens comme toi, à des dirigeants d'entreprise qui sont extrêmement inspirants. Et en soi, c'est d'ailleurs cette question de savoir ce qui va se passer après fait un peu peur de temps en temps, parce qu'en soi, c'est une concrétisation. Ça, nous, comme je le disais, on vient d'en bas, milieu assez modeste. On a vu que le travail payait. On est 4 frères et sœurs. Moi, j'ai une sœur jumelle. Et c'est assez étonnant de voir à quel point les trajectoires de vie qui sont les nôtres nous ont
porté vers des sphères qu'on pouvait croire complètement élitistes. Ma grande sœur, elle travaille dans le luxe, elle travaille chez LVMH, Vuitton, etc. Elle a monté sa boîte, elle accompagne toutes les plus grandes marques de luxe aujourd'hui. Voilà, j'ai un frère qui est chanteur d'opéra, j'ai une sœur qui est docteur en art poétique et qui vient de défendre sa thèse. Moi, c'était ce monde économique, pas trop choisir avec le monde économique et politique parce que les deux me fascinaient. Parce qu'en fait, c'est des mondes qui changent véritablement les choses. Et donc, en soi, je crois vraiment que c'est une concrétisation. La suite, c'est un tiraillement entre le fait de se dire, OK, est-ce qu'on recrée une entreprise très engagée sur un secteur d'activité auquel on croit énormément pour essayer de porter le modèle au bout. Et moi, j'ai une certaine tendresse pour les entreprises classiques qui vont sur les chemins de la transformation, là, des entreprises de l'ESS qui sont impact native. Ou est-ce qu'on assume pleinement et simplement les responsabilités d'un décideur public, voire d'un militant associatif qui a essayé de continuer à pousser dans ces sphères-là le sujet de l'entreprise engagée. Aujourd'hui, dans la sphère dans laquelle on évolue, je ne crois pas, après peut-être que toi t'en connais, qui est véritablement de pensée, d'affirmation forte de nos leaders politiques sur le rôle de l'entreprise à mission, sur le rôle de l'entreprise engagée, on est un peu démunis là, sur le porte-parole, le ministre qui véritablement croit en ce projet. Et donc moi, l'étape d'après, c'est celle-ci, c'est d'essayer de convaincre que dans toutes les dimensions de la performance économique d'une entreprise, et donc la pérennité d'une économie, ces moteurs de croissance, qui plus est en France, où on a tous les marqueurs qui permettent à des entreprises de prendre toutes leurs responsabilités, c'est d'y aller à fond. Je pense que les entreprises s'engagent, ça peut être un véhicule pour y parvenir. Il y aura peut-être d'autres manières de le pousser, que ce soit au sein de la société civile, comme le fait Pascal de Murger avec le mouvement Impact France, au cœur de l'action publique. Voilà, je crois que la suite, ça sera obligatoirement sur ce fil rouge-là de l'engagement. Dans quelle sphère, je ne sais pas encore. Quel est le regard que tu portes là aujourd'hui sur la situation qu'on vit là au moment où on enregistre? On vit quand même une période qui est hyper complexe, très très complexe, entre l'environnement économique, l'environnement politique particulier en France, le backlash ESG venant des États-Unis qui a amené un certain nombre de grandes entreprises à devoir revoir à minima leur prise de position publique sur les sujets d'engagement, de diversité et d'inclusion. Enfin, tu as senti un impact, toi, au niveau de l'engagement des entreprises en France, parmi les membres de la communauté, ou un changement de regard sur ces sujets d'engagement dans les pitchs que tu fais? En tout cas, j'ai senti le clivage se durcir. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui, dans un contexte comme celui-ci, vont vouloir se recentrer sur les fondamentaux, le core business, et se dire que ces sujets sont complètement secondaires. Et puis, il y a celles qui, au contraire, et je pense notamment à ces patrons qu'on rencontre sur le terrain en permanence, qui, eux, sont vraiment, pour le coup, très engagés de manière quasiment personnelle, et souvent d'ailleurs sans le savoir, qui, eux, nous disent non, il faut au contraire qu'on continue d'accélérer. Moi, ce que je vois, c'est que, bien sûr, il y a le backlash qu'on observe, notamment pour les grandes entreprises qui ont des implications avec les marchés américains, bien sûr, mais on a quand même un phénomène qui est que il y a quand même un noyau dur qui fait corps pour essayer justement de se dire que c'est le moment d'aller plus vite, plus loin sur ces sujets. Et de se dire qu'en fait, il n'y a pas meilleure occasion pour une entreprise de s'engager que quand justement socialement, sociétalement, ça devient plus fragile. Voilà. Donc il y a ceux qui prennent encore toutes leurs responsabilités, nous on est là pour les accompagner, et celles qui se disent ok, ça va être le moment de faire un peu, bien sûr nous notre posture c'est de dire ne lâchons rien, mais je pense que ça permet surtout de se rendre compte, ça c'est qu'en France et en Europe, on n'a pas le même modèle que sur d'autres continents, dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'on a des zones du monde où ces sujets d'engagement n'en sont pas. Des autocraties qui ont en aucun cas
s'appuyer sur les entreprises pour porter des projets d'engagement. Il y a une culture anglo-saxonne de nos sujets qui fait que tout ça est très intégré et au cœur même du business, au point qu'on se rend même quasiment plus compte que parfois on est sur des actions d'engagement versus des actions business classiques. Et puis on a cette voie française, cette voie européenne avec sa conception de l'intérêt général qui finalement invente un modèle complètement différent. Et moi, ce qui est très intéressant, c'est que je pense qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça. Il y a de plus en plus d'entreprises, d'entrepreneurs qui tapent à la porte en disant les entreprises s'engagent, c'est peut-être pour moi l'opportunité d'essayer déjà de conscientiser tout ça, d'en être le porte-parole, d'essayer de construire une stratégie qui va aller beaucoup plus loin. Et vraiment sur ce modèle que j'évoquais tout à l'heure à la française, et qui passe justement par cette réconciliation entre différents acteurs que sont l'État, l'entreprise et la société civile. Donc je dirais une intensification de ce clivage, mais nous on ne se décourage pas, et même ceux qui aujourd'hui sont de moins en moins convaincus, on continue d'aller les voir et de leur dire que c'est là que ça se passe. Ouais, tu parles du mot clivage, ça me fait... Tu citais Impact France. Tu n'as pas l'impression qu'on oppose parfois les entreprises qui font partie du mouvement, celles qui ne le sont pas? Tu sens un peu cette problématique poindre? Nous, en tant que politique publique, on a quasiment cette obligation d'être de l'universalité, d'être le plus inclusif possible. Inclusif, ouais. Donc, c'est vrai qu'on regarde très très peu d'où part l'entreprise. Ce qui nous intéresse, c'est où on va l'amener sur ce chemin de l'engagement. Et d'une certaine manière, ça peut commencer très souvent par des tout petits pas, d'essayer de se dire que pour une entreprise qui n'avait jamais pensé à se tourner vers des publics éloignés de l'emploi, qui avait derrière cette logique de recrutement, la perspective d'un engagement, c'est déjà parfois des petits déclics. Donc nous, on est vraiment dans cette idée d'une coalition, de réconciliation. Par contre, bien sûr qu'on travaille aussi avec ces différents acteurs qui se font les porte-parole effectivement d'un certain type d'entreprise. Nous, on ne rentrera jamais dans ce débat-là du MEDEF vis-à-vis d'Impact France. Très honnêtement, moi, j'ai des dirigeants d'entreprise, je pense à Samuel Tual, je pense à Boris de Richebourg, je pense qu'ils sont très investis aujourd'hui au MEDEF et qui font des choses avec nous qui sont remarquables, exceptionnelles. Et puis de la même manière, on a la SNCF avec Jean-Pierre Farandou qui est dans les deux combats, Catherine Touvray, Harmonie Mutuelle qui est des deux côtés. Et voilà, nous on essaie d'être justement ce lien entre ces deux mondes. Le prisme, il est facile puisque c'est celui de l'engagement. Et c'est typiquement ce qui, à mon sens, pourrait parfaitement réconcilier ces deux mouvements. Moi, je suis convaincu. On a renforcé le partenariat, notamment avec le MEDEF, pour faire en sorte que ce soit des sujets qui soient au cœur aussi des préoccupations. Alors, c'est des années où c'est plus simple que d'autres, mais je suis convaincu que l'impact le plus puissant, c'est pas d'accompagner les entreprises qui, dès le départ, font bien. J'allais exactement te dire. L'impact le plus puissant, c'est d'accompagner les entreprises qui vont ne serait-ce que pivoter de 5% et avoir quasiment une réponse beaucoup plus forte. C'est pour ça que nous, on refuse de tourner le dos. À partir du moment où il y a une sincérité et l'envie de faire. Les entreprises s'engagent, c'est vraiment une communauté d'action qui permet de partir des plus petites actions jusqu'aux plus grande stratégie d'engagement. Et ça, c'est une conviction extrêmement profonde pour nous que notre impact, il est à la fois sur celles qui font, qu'on va bien sûr positionner dans des rôles modèles pour encourager d'autres dirigeants à passer le pas à leur tour, mais on lâchera jamais. On lâchera jamais, dès lors qu'il s'agira d'essayer de réorienter un certain nombre de pratiques qui, quoi qu'on en dise, effectivement, à court terme, rapportent beaucoup, mais à long terme sont très néfastes pour le développement de l'entreprise. Je voudrais qu'on en vienne aux aspérités, aux moments de difficulté, aux moments de doute. Tu t'es dit, à un moment donné, peut y avoir un changement significatif de politique publique et entre guillemets, l'histoire s'arrête. J'ai l'impression que ça aussi, ça nous a très très vite renforcés parce que, bien sûr, sur le coup, quand on remet en question à la fois le projet, mais aussi la ligne philosophique qui est de se dire que en France, l'entreprise a un rôle à jouer
Là, on rentrait dans un clivage qui était quasiment politique. Nous normalement, on n'est pas censé faire de la politique. On développe une mission de service public en faveur, je le disais, prioritairement de 97% de TPE, PME. Et on avait des arguments mais qui s'opposaient sur le fait que les entreprises aujourd'hui en France n'avaient pas besoin d'un acteur tiers, d'un acteur public pour progresser sur ces sujets, qu'elles s'engageaient déjà assez comme ça. Force est de constater avec notre regard, nous, du terrain, que ce n'est pas tout à fait le cas et que sans ces rencontres qu'on fait avec des dirigeants d'entreprise, sans les actions qu'on mène, plus de 1500, 2000 actions qu'on a sur le terrain, il y a bien notamment des petits dirigeants de TPE, PME qui seraient à passer à côté de plein d'opportunités de pouvoir avoir accès à des dispositifs qui leur ont permis de s'en sortir. Et donc ça, c'était un premier sujet. C'était déjà de rétablir la vérité sur les propos qui avaient été tenus, parce qu'on était très très loin des réalités, mais surtout d'essayer de leur dire à quel point notamment les petites et moyennes entreprises ont besoin de ce type de dispositif pour s'en sortir. Sans les aides à l'apprentissage, sans les dispositifs aujourd'hui de recrutement inclusifs qui ont été développés comme l'immersion, la préparation opérationnelle à l'emploi, sans ces actions qu'on a pu mener sur le terrain de job dating qui permettent concrètement à des dirigeants d'entreprise d'avoir accès immédiatement à des personnes très éloignées de l'emploi. Beaucoup d'entreprises auraient aujourd'hui d'énormes problèmes de recrutement et ça rejoint le chiffre que j'évoquais tout à l'heure. C'est dans la mesure d'impact, non seulement elles recrutent plus, mais elles expriment très clairement qu'elles sont beaucoup plus performantes que celles qui n'y sont pas. Le chiffre, c'est 56% des entreprises de la communauté se sentent plus performantes en étant dans le mouvement, là où en dehors, elles se situent à 12%. Donc on voit les écarts aussi. Donc il a fallu redonner de ce côté-là de l'échiquier politique des certitudes sur le fait que oui, les entreprises avaient besoin d'un acteur comme nous. Et de l'autre, c'est un peu aussi le sujet, c'est un peu d'accepter le fait que l'entreprise soit autour de la table dès lors qu'il est question d'intérêt général et de politique publique. On a parfois très peu envie de faire avec ce monde de l'entreprise sur ces sujets. Voilà, encore une fois, on a essayé d'être très ferme sur les fondamentaux, surtout de justifier l'impact des actions qu'on menait. Et oui, les difficultés, c'est ça je pense qu'on l'a compris là depuis 5 ans dans l'environnement, c'est qu'on prend énormément de coûts. Le projet est systématiquement et peut être très régulièrement remis en cause, mais comme tous les projets qui aujourd'hui essaient de créer de la nuance. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'échiquier politique, que ce soit au niveau de la société civile, il y a beaucoup de problématiques politiques qui se sont déplacées sur le champ de la société civile et on a tendance à opposer les personnes, à opposer les mondes et que si on ne rentre pas dans ces cases qui sont finalement très éloignées, assez extrêmes, quand on veut promouvoir cette science de la réconciliation des nuances, il y a moins de place pour le projet. Moi, je pense que c'est tout l'inverse. Je pense que c'est justement parce que ces tensions s'étirent et qu'on a des fragmentations de cette société, des ruptures qui sont de plus en plus fortes, qu'il faut absolument miser et investir sur ce type de projet. Donc, c'est les arguments qu'on utilise pour essayer de faire en sorte qu'il soit le moins remis en question possible. On doit convaincre, nous, une quinzaine de fois par jour. Le patron de s'engager, l'administration de travailler avec les entreprises parce que ça va plus vite, le ministre d'aller en priorité sur cette action, sur ce dispositif qui permet effectivement d'accélérer avec les entreprises. Le vrai enjeu, c'est vraiment de ne jamais se décourager. Effectivement, alors ça n'a pas été le plus dur, mais cet amendement qui a pu remettre en question l'existence même du projet sur un énoncé du projet qui était quand même un peu à côté, pour pas dire complètement à côté. Oui, mais il n'y a jamais eu de moindre découragement. Je pense que ça, c'est encore les rencontres, encore et toujours. Que ce soit la ministre Astrid Panosyan-Bouvet, Thibaut Guilluy, on est très très bien entourés dans ce projet. Et on a très vite compris que
le job, c'était de prendre des coups et parfois de savoir en donner un peu, quoi. C'est plus franc dans le monde économique parce qu'il y a souvent cette concurrence qui fait que tout se joue aussi sur le plan des résultats. C'est un peu plus spécial sur le plan de ce monde politique qui n'est pas mon monde à la base. Mais en tout cas, on n'a jamais... Moi, je dis on, hein, parce que je mets aussi avec moi l'équipe, Joséphine. Il n'y a jamais eu véritablement cette idée de tout lâcher et de partir sur un coup de tête. Au contraire, ça nous a systématiquement ressoudés, ça nous a systématiquement permis de nous réinterroger sur la manière de présenter ce projet qui, quoi qu'on en dise, est nouveau. Et qui est sur une logique de positivité, de dynamique, d'enthousiasme qui n'est pas forcément partagée par tout le monde dans le contexte. Voilà. Donc non, jamais trop de découragement, mais effectivement des difficultés qui font partie du quotidien. Qu'est-ce qui est le plus motivant en fait dans ton rôle aujourd'hui ? Il y a quelque chose qui est imparable dans le métier qu'on fait nous, c'est que qui dit déplacement dit rencontre avec des dirigeants, mais dit aussi rencontre avec des bénéficiaires. Et on a très clairement changé des vies. Ça se compte, les entreprises s'engagent, cette étude d'impact en centaines de milliers de personnes qui ont trouvé des solutions plus vite grâce à cette action-là. Sur ce simple bon sens de travailler mieux entre État et entreprise, on a réussi à accélérer, à changer plus vite des destins, y compris des personnes qui véritablement pensaient ne jamais y parvenir. Et c'est là que d'une certaine manière, on boucle la boucle et moi je me retrouve au niveau des valeurs, ces valeurs de résilience, cette valeur d'engagement. C'est de se dire que au quotidien, au moment où on se parle, il y a toute une équipe, cette fameuse équipe de France d'engagement des entreprises qui effectivement tend des mains à des personnes qui sont résignées et qui vont se relever et trouver à leur tour l'énergie de pouvoir grandir et notamment au sein d'un environnement, quoi qu'on en dise, qui est très propice à cela, qui est le monde de l'entreprise. Quelles sont tes façons de décompresser ? Déjà, tu passes pas mal de temps en Normandie. Ouais, alors dans la baie de Somme. Dans la baie de Somme. Ouais, non, moi, je dis maintenant, je vis vraiment entre la folie parisienne et la douceur de la baie de Somme. J'ai cette chance de pouvoir vraiment avoir toutes les 3 semaines et dès que je le peux, le week-end, ce sas de décompression, c'est comme un refuge là-bas. Il y a beaucoup de sport. On va marcher, on respire, beaucoup de vélo. Les enfants qui grandissent, qui poussent aussi à essayer d'en faire plus. Et toujours des moments où on déconnecte totalement de ces sujets. Voilà. Et je pense que c'est cet équilibre, le contact très clairement avec un environnement naturel qui est très ressourçant, qui fait que ça tient. Ça tient, c'est vraiment des sas de régénération totale. On parlait d'écriture également. Voilà, et puis comme on l'avait fait avec Cyrielle la première fois, le fait de beaucoup poser sur le papier le récit des rencontres qu'on peut faire. Nos raisons d'être, c'était exactement ça. Hein, c'était la rencontre d'une quarantaine de leaders engagés. Là, voilà, c'est exactement la même chose avec sans doute le fait de pousser un peu plus loin l'analyse des spécificités de l'époque et de cette idée qu'il y a peut-être une autre voie économique qui peut émerger, comme je le disais, à la française, à l'européenne. Mais voilà, l'écriture pour poser systématiquement l'observation, les rencontres qu'on peut faire et surtout ce qu'on en apprend. Chaque fois. C'est quoi l'après pour toi ? Même pour l'intérêt du mouvement ou de l'organisation que tu représentes, à quel moment est-ce que tu es encore aussi performant ? À quel moment est-ce qu'il faut passer la main ? C'est des questions que tu poses, toi, ça ? Exactement. Ouais. Ça l'est d'autant plus que nous, on est sur des mandats qui sont délimités dans le temps. Le premier mandat de directeur général, c'est 3 ans, là, reconduit pour 2 ans. Moi, ma seule obsession aujourd'hui, c'est la pérennisation de ce projet. En y étant ensuite ou pas, ça je sais pas. Ça dépendra effectivement de l'énergie qui nous reste pour continuer ou pas. Mais là, la vraie obsession, c'est dans ce contexte, malgré les quelques difficultés qu'on peut rencontrer, c'est de faire en sorte que le projet puisse continuer à se développer ensuite. Donc ça, je ramène toujours un peu au projet, mais c'est vraiment mon obsession du moment. Puis plus personnellement,
Je crois vraiment de la valeur que ça a eu pour moi à un moment de monter une entreprise, c'était de retrouver une certaine liberté. J'aurais sans doute envie à un moment de retrouver cette liberté. De relancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, en continuant, ne serait-ce que pour choisir les personnes avec lesquelles on a envie d'avancer, les amener plus loin sur ces sujets-là, peut-être même sur des thématiques encore différentes. Le projet a permis de développer plein de compétences très différentes. Mais en tout cas, oui, une aventure entrepreneuriale qui permettra, comme la première d'ailleurs, de prendre le temps de se poser les bonnes questions en toute liberté. Voilà, ça, c'est un peu mon mode de fonctionnement. De se dire que sur les phases de parenthèse professionnelle, il n'y a rien de mieux que de se confronter à l'entrepreneuriat, essayer de revivre ces aventures-là. Dernière question, Sylvain, comment est-ce qu'on peut t'aider ? En étant, ce que j'évoquais tout à l'heure, comme des ambassadeurs de la cause, parce qu'en fait, il n'y a pas mieux qu'un dirigeant d'entreprise pour encourager un autre dirigeant d'entreprise à s'engager. Donc ça, c'est essentiel. C'est pour ça que nous, on travaille beaucoup sur nos ambassadeurs et les personnes qui portent nos messages. Et puis, bien sûr... ça serait hypocrite de ne dire qu'on n'a pas besoin d'argent. Mécène. Donc aujourd'hui, je l'évoquais, c'est 70% de nos revenus, c'est du mécénat d'entreprise. Et donc la liberté, on la trouve aussi en allant développer cette partie-là de nos revenus, des revenus financiers issus du mécénat et du secteur privé. Voilà. Après, aujourd'hui, le système est fait que d'être un bon membre envoie très naturellement vers le rôle d'ambassadeur. Et le rôle d'ambassadeur, quand il a envie d'aller plus loin, il va finalement assez naturellement sur le rôle de cofinanceur. Voilà, donc c'est de continuer surtout à avancer sur ces trois étapes ensemble. Merci beaucoup Sylvain. Écoute, j'espère qu'on aura à notre humble niveau contribué à faire rayonner la communauté. Merci beaucoup pour ton partage et pour nous avoir raconté cette histoire. Je te souhaite le meilleur. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour ceux qui nous écoutent avec un nouvel invité. Salut Sylvain. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.